Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo entraînement. Aujourd'hui on va parler d'un truc que j'aime particulièrement, comme vous pouvez le voir j'habite à la montagne et s'il y a quelque chose qui me passionne particulièrement c'est les réactions de l'organisme à l'altitude et de manière plus générale à l'hypoxie, au manque d'oxygène dans l'organisme. Je vous rappelle comme d'habitude ces vidéos sont gratuites, mais si vous le souhaitez vous pouvez faire un petit don, 2, 3 euros, 5 euros, 10 euros, je vous en remercie par avance. On est parti, on monte en altitude, on y va. L'altitude et la notion d'hypoxie sont intimement liées. Euh, on fait souvent un raccourci un peu malheureux et vraiment faux, c'est de dire qu'en altitude, il y a moins d'oxygène. En fait, quelle que soit l'altitude, que ce soit en bord de mer comme au sommet de l'Everest, notre atmosphère est composée majoritairement d'azote et à 21% d'oxygène. Et ça ne varie pas. Par contre, ce qui varie, c'est la pression barométrique. Plus nous allons monter en altitude, plus cette pression barométrique va baisser. Cette baisse de la pression barométrique associée à une baisse de la densité de l'air fait que notre organisme est tout simplement moins en capacité de capter de l'oxygène et dans un second temps de le mettre à disposition des organes, notre cerveau, notre système cardiovasculaire, notre système digestif et bien sûr nos muscles lorsqu'on fait un effort. Donc tout ça va faire que notre saturation en oxygène, qui s'exprime en pourcents, en règle générale en bord de mer on est allé à 98-99% de saturation en oxygène, et bien au fur et à mesure, cette saturation elle va baisser. Ce pourcentage de saturation en oxygène correspond au pourcentage, au taux d'occupation des globules rouges par une molécule d'oxygène. Lorsqu'on est à 99% de saturation, ça veut dire que 99% des globules rouges sont en train de transporter une molécule d'oxygène. Si on est à 5000 mètres d'altitude et qu'on est en train de faire un effort, si on n'est plus qu'à 80% de saturation d'oxygène, 80% de nos globules rouges transportent une molécule d'oxygène. Et les 20% qui se baladent tout seuls, c'est tout simplement parce que notre organisme n'a pas été capable de faire rentrer ces molécules d'oxygène pour les rediriger vers des organes. Je vous ai parlé de pression barométrique. La pression barométrique, vous savez, c'est celle qu'on retrouve sur les cartes météo un petit peu précises, où on parle de dépression et d'anticyclone. On dit qu'un anticyclone, c'est au-dessus de 1021 hectopascales, et que, par exemple, les dépressions, c'est 981 ou 1000 hectopascales. Ces hectopascales, tout simplement, c'est l'expression, c'est la mesure pour le poids de la colonne d'air que nous avons au-dessus de la tête. D'accord? Entre le sommet de notre crâne et l'espace, il y a l'atmosphère, et cette atmosphère a un poids, même si on ne le sent pas sur nos épaules, il y a un poids, et ce poids de cette colonne d'air permet de faire rentrer les molécules d'oxygène dans notre organisme et les faire se diffuser des poumons vers les globules rouges, puis vers les organes, puis vers les mitochondries. Et tout ça, donc le poids de cette colonne d'air a une importance. C'est ça la pression barométrique. Donc il va de soi que monter en très haute altitude avec du mauvais temps, donc par exemple avec une situation dépressionnaire du point de vue météorologique, avec une dépression à 980 hectopascales au niveau de la mer, donc à altitude zéro, en fin de compte, ça rend l'effort encore plus compliqué. Au-delà de la situation météo, il neige, il y a du vent ou je ne sais pas quoi, mais tout simplement par la pression barométrique qui est du point de vue météo encore plus basse parce qu'il ne fait pas beau, eh bien notre organisme est en galère. En complément, il faut quand même garder en tête que notre atmosphère, si la Terre est ronde, notre atmosphère a plutôt la forme d'un ballon de rugby. Cette forme de ballon de rugby fait que, au pôle nord et au pôle sud, l'épaisseur de l'atmosphère est plus faible. Et donc, naturellement, même à altitude très basse, la pression barométrique est plus basse. Tout simplement, on a moins de la hauteur de la colonne d'air et donc son poids est plus faible. Alors que au niveau de l'équateur, là où l'atmosphère est la plus épaisse, le poids de la colonne d'air est très important parce qu'il y a plusieurs milliers de mètres d'atmosphère en plus, donc un poids plus conséquent. C'est pour cette raison que lorsqu'on discute avec des alpinistes, lorsqu'ils vous racontent des expéditions, alors plutôt vers les pôles, et notamment par exemple lorsqu'ils vont au pôle sud, il ne faut pas croire qu'en allant au pôle sud, les explorateurs, les aventuriers sont à altitude zéro, à un moment ils se retrouvent sur un plateau qui est relativement élevé, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est au-delà des 2000 mètres d'altitude, et bien l'effort est bien plus important qu'un effort à 2000 mètres d'altitude, à Font-Romeu, au Cési, à l'Alpe d'Huez, enfin un endroit
de montagne. Et à l'inverse, les alpinistes qui vont faire des ascensions dans la cordillère des Andes, donc très près de l'équateur, trouvent que l'effort n'est pas si dur que ça, tout simplement parce qu'il y a un poids de la colonne d'air plus important qui facilite l'assimilation de l'oxygène. C'est bon, je ne vous ai pas perdu avec cette notion de pression barométrique. D'accord, on fait une petite synthèse. Notre atmosphère, quelle que soit l'altitude, contient 21% d'oxygène. Et plus on monte en altitude, ou plus on va faire des expéditions vers le pôle nord ou vers le pôle sud, là où l'atmosphère est moins épaisse, plus cette pression barométrique est faible. Cette pression barométrique va nous permettre de faire rentrer les molécules d'oxygène dans notre organisme et va nous permettre de l'utiliser. Là, sur cette petite diapo, je vous montre aussi quelques infos à avoir en tête lorsqu'on prévoit un stage en altitude, un stage en montagne. Alors, il y a ce problème d'hypoxie lié à la pression atmosphérique. Il y a quand même aussi à garder en tête lorsqu'on organise son stage le fait que la météo n'est pas tout à fait la même que si on était en bord de mer sur la côte d'Azur. La température baisse, elle diminue en moyenne d'1 degré tous les 150 mètres plus, d'accord. Chaque 150 mètres d'altitude en plus, on perd 1 degré. Elle diminue bien sûr en fonction du vent, et sachez qu'en montagne, on est plus soumis à ce phénomène de vent. L'humidité de l'air diminue très fortement en altitude. Ça, c'est à garder en tête parce que ça veut dire qu'on va se déshydrater beaucoup plus vite. Et les rayonnements UV sont bien plus importants, plus 4% par tranche de 300 mètres plus. Attention au coup de soleil. Pour le moment, restons sur de l'hypoxie réelle, c'est-à-dire l'altitude, la montagne. La montagne, on la décompose en différents étages. Il y a ce qu'on appelle la plaine, en dessous de 1000 mètres d'altitude. Il n'y a pas d'effet sur les capacités physiques du sportif. Ensuite, on a l'étage de basse altitude, entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. C'est-à-dire des endroits, alors souvent on y trouve des centres d'entraînement en altitude, mais c'est-à-dire Font-Romeu, alors qui est quand même proche des 2000 mètres, 1850 mètres, les Saisies, 1600 mètres, Prémanon, 1200 mètres d'altitude. On remarque des effets, mais sur la performance maximale. Si on fait un test de VO2, on va voir que ce test sera plus faible qu'un test fait au niveau de la mer. Ensuite, on passe en moyenne montagne, au-delà de 2000 mètres jusqu'à 3500 mètres. 3500 mètres, pour donner un ordre d'idée, c'est quasiment l'aiguille du Midi à Chamonix. Les effets sont ressentis à l'exercice. On court, on est tout de suite plus essoufflé. On fait un effort, même un effort de musculation, tout de suite, il y a un essoufflement qui est ressenti de manière plus accentuée. Au-delà de 3500 mètres d'altitude, on commence à passer en haute montagne. Les effets sont même ressentis au repos, c'est-à-dire que lorsque vous dormez, si vous avez votre cardiofréquence mètre, tout de suite, la fréquence cardiaque sera bien plus haute que si vous dormiez au bord de la mer. Et ensuite, on a l'étage de très haute altitude, la très haute montagne, au-delà de 5500 mètres d'altitude. La vie permanente est quasi impossible. Je vous ai mis bien sûr l'altitude de l'Everest, 8848 mètres, la vie est impossible. Tout simplement, on se grille petit à petit, on grille petit à petit les capacités de notre organisme. On revient avec cette satanée pression barométrique. Vous voyez tout en bas, je vous ai noté la pression barométrique à l'altitude 0. Pression barométrique 760 mm de mercure. D'accord. Tout à l'heure, je vous parlais d'hectopascal, mais il y a aussi cette unité de mesure, le millimètre de mercure. Donc pression barométrique 760 au niveau de la mer. Et je vous l'ai mis au sommet de l'Everest, 236 mm de mercure. Tout simplement, vous voyez, la différence de poids, on enlève 60% du poids de l'atmosphère sur notre organisme. Et la pression partielle d'oxygène dans notre organisme, c'est-à-dire qu'une fois, une fois que nous avons fait diffuser nos molécules d'oxygène des poumons vers la circulation sanguine, déjà au bord de la mer, elle n'est plus que de 150 mm de mercure. Eh bien, c'est le même principe, on enlève 60% de cette pression partielle dans notre organisme au sommet de l'Everest. D'un seul coup, nous n'avons plus que 50 mm de mercure. C'est pour cette raison que l'effort au sommet de l'Everest est particulièrement compliqué. On est à moins 60, moins 70% de nos capacités maximales aérobie. D'ailleurs, petit aparté, sachez que chaque année, le nombre de summiteurs, de personnes qui viennent taper le sommet de l'Everest sans oxygène, ça se compte sur les doigts d'une seule main. On retrouve sur ce graphique des relevés en situation d'hypoxie, et on voit à peu près les pertes de VO2 max selon l'altitude.
On se rend compte qu'au niveau du Mont Blanc, on perd déjà à peu près 25 à 30% de ses capacités maximales cardiovasculaires. Et au sommet de l'Everest, tout à l'heure je l'évoquais, on perd à peu près entre 60 et 70% de son VO2 max. Ce qui fait que le moindre geste, le moindre mouvement consomme énormément d'oxygène. Euh, la marche d'ascension, par exemple à 1 km/h, devient un effort proche de VO2 max à 8000 mètres d'altitude. Là, on parlait de la situation d'hypoxie réelle. Je monte au sommet de l'aiguille du Midi à Chamonix à 3800 mètres, j'ai ce ressenti d'hypoxie. Ce problème, c'est que être à l'aiguille du Midi pour s'entraîner, c'est pas très pratique. Par contre, aujourd'hui, on a des outils qui permettent de recréer une situation d'hypoxie, une hypoxie artificielle. Alors, on a deux situations, des équipements qui sont dits normobariques. On conserve la pression atmosphérique du lieu, de l'altitude où l'équipement hypoxique est posé. Donc s'il est posé à 0 m d'altitude en bord de mer, on reste avec une pression atmosphérique de 760 mm de mercure. Et donc pour créer l'hypoxie, on va retirer de l'oxygène qu'on va remplacer par de l'azote. Et comme vous pouvez voir là sur la petite photo que je vous montre, ça c'est dans ma salle hypoxique. Je mets l'altitude à quasiment 5200 mètres d'altitude, eh bien, je vais me retrouver avec un mécanisme, une machinerie qui va me recracher de l'air à 11% d'oxygène, et les 10% qui devraient être là sont remplacés par de l'azote. En règle générale, ce sont des équipements, des salles d'exercice, d'accord. Donc moi, on s'entraîne dedans. Je sais qu'à Roland-Garros, c'est la même chose, c'est une salle hypoxique dans laquelle on s'entraîne. Mais il y a aussi la situation où ces salles hypoxiques normobariques sont des lieux de vie. Et pour ça, il y a un des endroits les plus intéressants, c'est le Centre national de ski nordique de Prémanon dans le Jura, qui propose des chambres et tout un chalet qui est intégralement en hypoxie. Tout ça pour optimiser la dose hypoxique pour le sportif qui y séjourne. Pardon. Et on imagine après Manon, par exemple, que les sportifs vont rester 22 heures sur 24 dans ce lieu de vie et vont sortir s'entraîner 2 heures à l'altitude de 1200 mètres d'altitude. Pour revenir aux salles d'exercice hypoxiques, en 2020, euh, la station SSI dispose d'une salle hypoxique de ce type-là. Font-Romeu en a une. Le centre d'entraînement national de tennis de Roland-Garros en a une aussi. Je sais que deux privés en ont une en région parisienne et une autre du côté d'Aix-en-Provence. Je sais aussi que Besançon s'est équipé dernièrement et c'est un établissement, je crois, qui est rattaché à l'université de Besançon. Et Frédéric Grapp, l'entraîneur cycliste de l'équipe FDJ, en est à l'origine. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'autres équipements ouverts au public. Et bien sûr, Prémanon, dont je vous parlais juste avant. Bien sûr, cette liste est complètement à remettre au goût du jour selon à la date à laquelle vous allez écouter cette vidéo. La deuxième situation d'hypoxie simulée, eh bien, c'est d'avoir une pièce ou un lieu de vie dans lequel on va avoir nos 21% d'oxygène dans l'atmosphère, mais par contre on va jouer comme si on montait en altitude réelle, on va jouer sur la pression barométrique dans la pièce. Alors c'est quand même un équipement beaucoup plus complexe qui se rapproche par exemple des caissons hyperbares pour les accidents de plongée, donc c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre. À ma connaissance, il n'y a que le centre Aspetar au Moyen-Orient qui dispose de chambres. D'accord, c'est vraiment des chambres avec une salle de bain, avec des grosses portes, avec un système très complexe qui permet comme ça donc de créer une situation hypobare et donc de limiter l'absorption de l'oxygène à cause de la pression atmosphérique qui est modifiée artificiellement. Alors, l'effet de l'hypoxie sur l'organisme, il est général, hein. On s'en est rendu compte très rapidement lorsqu'il a fallu préparer les athlètes français au JO de Mexico en 68. Mexico City, c'est quand même à 2400 mètres d'altitude, donc on s'est rendu compte que ça allait entraver les performances des sportifs. Donc comme ça, on a pu développer des équipements. Font-Romeu, la création du Krebs de Font-Romeu vient de cette période-là, et aussi un savoir-faire qui est quand même très développé. Euh, Parmi les plus grandes sommités en matière d'entraînement en altitude, on a Laurent Schmitt qui s'occupe de toute la partie scientifique après Manon, et Grégoire Millet qui, même si aujourd'hui il travaille en Suisse, est un Français.
L'effet de l'hypoxie sur l'organisme, donc je vous l'ai dit, est général, tant sur la respiration que sur la fréquence cardiaque, que sur la diffusion, bien sûr, de l'oxygène par les vaisseaux et le fonctionnement musculaire, il y a un impact. On va regarder ça un petit peu de manière un petit peu plus précise. Juste une petite aparté concernant l'entraînement en altitude ou l'utilisation d'une salle hypoxique. Souvent, on en fait un petit peu le truc extraordinaire, qui va vraiment booster les performances. On garde les pieds sur terre, on ne fait pas de plan sur la comète. C'est pas un procédé mieux qu'un autre, parce que si on fait un stage en altitude mal construit, mal géré, on peut rentrer en surentraînement à son domicile, en basse altitude, en plaine, et on n'en fera jamais rien de bien. Donc on fait très attention à ça, c'est pas parce qu'on part en montagne qu'on peut faire tout et n'importe quoi et que ça va marcher à 100%. Ça demande une grosse précision et une grosse individualisation de la démarche parce que tout le monde ne répond pas à l'hypoxie de la même manière. Certains d'entre vous vont monter à 2000 mètres d'altitude, vont déjà avoir un mal aigu de montagne, quand d'autres, on va pouvoir les monter au sommet du Mont Blanc, ça leur posera aucun souci. Et, et c'est autant du génétique parce qu'on a grandi en montagne que du génétique provenant de papa, maman. J'habite en bord de mer et en fin de compte, je me comporte très bien en altitude. Donc là-dessus, il faut y faire très attention. Dernière chose, lorsqu'on parlera un petit peu plus loin de l'organisation d'un stage en altitude, donc d'un stage en montagne, il y a des contraintes environnementales. En montagne, il ne fait pas toujours beau, on peut avoir de la neige même au mois de juillet, même au mois d'août. Donc il faut être extrêmement adaptable en tant que sportif et en tant qu'entraîneur. En parlant des contraintes environnementales, donc bien rappeler quand même que la montagne, c'est un milieu à risque. Au-delà des avalanches dont on parle tous les hivers, les chutes de pierres, les orages, la foudre, tout ça va immanquablement à un moment impacter l'entraînement. L'isolement, on peut se retrouver en stage en altitude, dans une station de ski l'été, qui déborde de touristes l'hiver, mais qui l'été est complètement vide. Donc c'est un petit peu particulier. Si on est citadin, l'isolement, c'est pas la même chose. L'inconfort, alors là c'est plus pour les trailers, pour les gens qui font de l'alpinisme. L'inconfort d'un refuge, qui va aussi donc de pair avec l'isolement. L'alimentation, attention, lorsqu'on est en montagne, vraiment en nature, on ne mange pas tout à fait ce qu'on aimerait manger, mais lorsqu'on est longtemps en stage en altitude, notre alimentation, il va falloir l'adapter, et c'est aussi une contrainte, il va falloir manger un petit peu plus. Et la potentielle inactivité physique. Comme je vous l'ai dit, en montagne, la météo, elle n'est pas tout le temps super sympa, et il va falloir être adaptable et accepter de perdre du temps de temps à autre, parce que la météo ne vous permet pas de vous entraîner tout aussi efficacement et de manière sécuritaire comme vous l'aviez envisagé. Alors revenons un peu à notre sportif qu'on va mettre en situation d'hypoxie, soit en montagne, soit dans une salle hypoxique. Quel intérêt il peut en retirer? Bien sûr, le premier intérêt, c'est l'acclimatation pour des épreuves d'altitude. De la même manière qu'un alpiniste va s'acclimater pour une ascension en très haute altitude, eh bien, le sportif va pouvoir peu à peu apprendre, avoir des repères pour gérer son effort en situation d'hypoxie. Pour vous expliquer brièvement, un alpiniste qui prépare une ascension de l'Everest va monter au camp de base à 5400 mètres, côté tibétain par exemple, va y séjourner quelques jours, quelques semaines pour commencer à s'acclimater, à adapter son organisme à cette situation, éponger un petit peu le mal aigu de montagne qu'il pourrait avoir, et va peu à peu faire des courses de montagne pour équiper les différents camps de base et monter progressivement en altitude, il va s'acclimater. Pour notre sportif de compétition, il va y avoir aussi un intérêt à améliorer tout le côté aérobie, le côté anaérobie. On sait qu'il y a un impact, on reviendra dessus un petit peu plus tard, sur le côté lactique, la manière dont on tamponne les lactates, et un intérêt sur l'évolution de VO2 max. Un dernier intérêt pourrait être notamment pour les sportifs qui font un sport à catégorie de poids, eh bien, le fait qu'on perd du poids en séjournant en altitude. On brûle tout simplement plus de calories, notre métabolisme basal est plus élevé, la quantité d'énergie brûlée pour un simple footing est plus importante qu'en plaine, donc il y aura une perte de poids plus progressive et plus intéressante pour le sportif. Notre alpiniste qui s'acclimate ou notre sportif qui évolue dans son activité physique en altitude passe par différentes étapes. Il y a des mécanismes immédiats d'adaptation, des mécanismes à court terme et des mécanismes à moyen terme. Les mécanismes immédiats, on s'en rend
pas trop compte, mais rappelez-vous, lorsque vous montez, par exemple au ski, eh bien, quand vous arrivez dans votre station de ski, tout de suite, vous êtes un petit peu plus essoufflé dès que vous allez monter des escaliers, dès que vous allez marcher. Eh bien, cette adaptation de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque se fait au fur et à mesure de votre montée en altitude. Vous ne le ressentez pas au début parce que, par exemple, vous êtes assis dans votre véhicule, mais d'ores et déjà, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire augmentent. À court terme, le sportif se déshydrate. L'air en montagne est bien plus sec, donc la moindre petite goutte de sueur va s'évaporer. Nous respirons plus vite et à chaque expiration, nous perdons de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, on la voit l'hiver à chaque fois qu'on expire. Et bien, même par temps chaud et sec, nous avons le même phénomène. On appelle ça la perspiration. À moyen terme, il va y avoir la mise en place de ce qu'on appelle l'érythropoïèse, c'est-à-dire la production de globules rouges. Tout ça se met en place parce que nous avons des capteurs de la quantité d'oxygène circulant dans notre organisme, un peu comme un saturomètre, qu'on appelle, ces capteurs sont les HIF1-alpha, les Hypoxia Inducible Factor, et donc il veut repérer l'état d'hypoxie. À la repération de cet état d'hypoxie, il va y avoir production d'érythropoïétine, la fameuse EPO, mais notre rein produit de l'EPO, donc c'est de l'EPO endogène. Cette EPO va stimuler la fabrication des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. On sait aussi donc qu'à long terme, comme je vous l'ai évoqué juste avant, il y a une perte de poids. On sait qu'on va manger un petit peu ces protéines contractiles, d'accord. On va manger un peu de muscle, donc un entretien sur des séances de préparation physique est nécessaire pour le sportif de compétition. On sait aussi que l'altitude peut générer une baisse de l'appétit et que si on ne se force pas à manger un petit peu tout le temps, la perte de poids et potentiellement la perte de forme ne sont pas loin. Par contre, encore une fois, pour les sportifs à catégorie de poids, les boxeurs, les lutteurs, les haltérophiles, les judokas, ça peut être une bonne démarche à partir du moment où il y a un contrôle régulier de l'apport alimentaire et du poids effectif du sportif. Le principal problème pour le sportif, c'est que pour le moindre effort physique, il va se retrouver en dette d'oxygène. On arrive à faire moins rentrer de l'oxygène dans ses poumons à cause de la densité de l'air. On arrive à moins faire rentrer d'oxygène dans notre circulation sanguine. En plus, on a un petit problème en termes de dissociation de l'oxyhémoglobine, c'est-à-dire que certains organes qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'oxygène, malgré tout, vont être demandeurs et vont prendre de l'oxygène qui irait normalement à nos muscles actifs. Donc on se retrouve très rapidement dans une situation qui n'est plus, par exemple pour un simple footing, une situation aérobie, mais très rapidement on va passer dans une situation anaérobie. Pour illustrer mes propos, je vous présente ce graphique issu des travaux de Grégoire Millet et de Laurent Schmitt. Cette cascade de l'oxygène entre ce qu'on est capable de faire rentrer, enfin ce qui est présent dans l'air atmosphérique, et ce qui sera uniquement donné aux mitochondries. On voit qu'on part d'une pression partielle d'oxygène de 156 mm de mercure et on finit dans les mitochondries, il n'y a plus que 20 mm de mercure en termes de pression partielle d'oxygène, ce qui sous-entend une quantité d'oxygène très faible. Avant de poursuivre sur ce cours et parler un petit peu plus des process d'entraînement en hypoxie ou en salle hypoxique, on va faire juste un petit point de synthèse sur les différents mécanismes compensatoires d'un organisme en situation d'hypoxie. Les premiers dont on va parler, bien sûr, c'est une augmentation de la ventilation et de la fréquence cardiaque. À partir du moment où on est en manque d'oxygène, et c'est le cas notamment sur un simple échauffement qu'on pourrait faire en bord de mer, il y a ces deux mécanismes qui se mettent en place. La fréquence cardiaque augmente, mais aussi le débit cardiaque. Malheureusement, pour notre cœur, je vous expliquais que peu à peu on rentrait dans une situation de déshydratation, il y a une baisse du volume plasmatique, on a un sang qui est plus visqueux, donc le travail du myocarde va être beaucoup plus compliqué. Ce qui fait qu'à moyen terme, on se rend compte qu'il y a une hypertrophie du cœur. On le fait travailler, on le muscle, il se développe. Malgré ces mécanismes compensatoires, donc de respirer plus vite pour essayer de faire rentrer plus d'oxygène et faire battre plus fort et plus vite mon cœur pour diffuser plus rapidement de l'oxygène, on a une baisse de VO2 max. Il y a un transport qui est défaillant de l'oxygène, un débit cardiaque qui est plus faible en définitive. Et en plus, il y a un apport en priorité, malgré tout, pour les muscles centraux, que sont le cerveau, le cœur et le système digestif. La saturation d'oxygène n'est pas maintenue. On n'est plus à 99-100% de saturation d'oxygène, on peut descendre très vite et sur un effort maximal, on peut tomber bien en dessous des 80% de saturation. On fera aussi attention, notamment chez la femme, avec les règles, à ne pas entrer dans des situations d'anémie.
Il faut savoir qu'à partir du moment où on commence à produire des globules rouges, on rentre dans la situation d'érythropoïèse en altitude, on va venir taper un petit peu dans les stocks de fer. Et ce fer est nécessaire parce que je vous rappelle, dans le globule rouge, la ferritine permet de scratcher, de coller la molécule d'oxygène sur le globule rouge. Donc il faut faire attention lorsqu'on fait un effort physique d'un côté et lorsque de l'autre côté notre organisme cherche à créer de nouveaux globules rouges, on va avoir deux situations dans lesquelles on va taper vraiment dans les stocks de ferritine. Donc il faut vraiment qu'il y ait un contrôle avant de monter en altitude, mais aussi un contrôle pendant pour éviter donc, ces situations d'anémie qui amèneraient une grosse fatigue, voire du surentraînement. Lorsqu'on s'acclimate à l'altitude, voici les différents types d'adaptations de notre organisme. Des adaptations qui sont relativement durables. Il y a une stimulation donc, de la production de PO directement dans notre corps, donc la création de globules rouges, il y a augmentation de la masse en hémoglobine, donc on va pouvoir transporter théoriquement plus d'oxygène. Comme on se retrouve dans une situation où on a du mal à amener de l'oxygène à nos différents organes, il va y avoir un développement des capillaires sanguins, donc une amélioration de ces capacités de transport de l'oxygène. Création aussi de mitochondries. Ces mitochondries vont être capables d'utiliser, dans un second temps, l'ATP et créer du mouvement. Augmentation aussi du mécanisme des acides gras. Alors, on n'a pas trop parlé, j'y reviendrai sur le prochain cours. En altitude, on a tendance à brûler très rapidement du sucre. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve très rapidement dans une situation anaérobie lactique, dans laquelle le glucose est le principal carburant. Le problème, c'est que ce glucose, quand il n'y en a plus assez, on est obligé de venir taper dans ce qui reste, c'est-à-dire les graisses. Intéressant pour les sportifs en endurance. Et enfin, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, on rentre très rapidement dans la production de lactate. Donc, notre organisme va améliorer le pouvoir tampon du lactate. On va être capable de l'utiliser, de le recycler plus rapidement. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du lactate. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous aurez appris 2-3 bricoles sur les adaptations de l'organisme à l'hypoxie. Dans une seconde vidéo, on parlera un petit peu plus entraînement pur et dur, comment on peut organiser un stage en altitude, quel usage on peut faire d'une salle hypoxique, même s'il y en a assez peu sur le territoire français. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. N'oubliez pas, je vous montre tout de suite mon indicatif PayPal. Si vous souhaitez faire un don, quelques euros, ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine.